à tous, je m'appelle Nicolas Roussel et je suis directeur de recherche du ministère du Développement durable et de la transition énergétique. Je dirige le laboratoire de chimie des matériaux de la construction à l'université Gustave Eiffel et j'ai la chance et l'honneur d'être président de la RILEM. Donc la RILEM, c'est une association internationale qui réunit à peu près 20 000 membres sur toute la planète, des chercheurs et des ingénieurs dans le domaine de l'innovation dans les matériaux de construction. Et ces gens se réunissent en ligne et dans des conférences pour se décider ensemble, collectivement, de la façon dont on peut implémenter des nouvelles solutions et la façon dont on peut les mesurer, les caractériser ou les prédire. Voilà. Peut-être un premier point à préciser lorsqu'on parle d'environnement. Aujourd'hui, l'impact environnemental majeur qui nous concerne tous, parce que c'est le plus menaçant à court terme, c'est bien sûr le réchauffement climatique. Donc, d'où la décarbonation. Mais il y a bien sûr d'autres choses sur l'épuisement des ressources naturelles, la génération de déchets. Et je pense que l'impression 3D joue sur pas mal de ces impacts. Il y a eu énormément de progrès faits dans ce domaine. Et surtout, à partir du moment où on a une liberté des formes, les ingénieurs structures peuvent se faire plaisir pour aller optimiser le design structurel de toutes nos fonctions structurelles de nos bâtiments et nos ouvrages d'art pour réussir à trouver des formes qui consomment beaucoup moins de matière. Et ça, c'est impossible avec des coffrages traditionnels, alors que l'impression 3D offre cette possibilité d'optimiser de façon à peut-être imprimer des matériaux, en tout cas localement sur la partie coffrage perdu, qui sont un peu moins bien qu'un béton traditionnel, mais avoir un gain final sur la quantité de béton et de renfort utilisés pour réaliser une fonction structurelle nécessaire à nos bâtiments. Peut-être pour replacer l'évolution, quand l'impression 3D a commencé à être perçue comme une technologie à très haut potentiel par les industriels, qu'ils soient français, européens ou internationaux, même si l'Europe est plutôt en avance sur cette technologie, au départ, nos amis et collègues de nos partenaires industriels ont un peu fermé la porte sur les collaborations académiques, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on était dans une phase d'explosion émergente avec des dépôts de brevets. Et effectivement, ils avaient tendance à faire cette recherche dans leur propre laboratoire. Après, ce qui s'est passé, c'est que face à une nouvelle technologie, on voulait quitter l'ère des démonstrateurs, on s'est retrouvé avec un besoin de définir une nouvelle sémantique, un nouveau vocabulaire pour pouvoir arbitrer le dialogue entre des imprimeurs, des fournisseurs d'encre, des constructeurs qui veulent acheter des éléments imprimés, des clients, des architectes, des designers, des ingénieurs structures. Et c'est là qu'on se retrouve tous aujourd'hui au niveau international, au sein de la RILEM, avec aujourd'hui 2 comités techniques qui réunissent à peu près 250 chercheurs et ingénieurs dans chaque comité, pour définir ensemble la façon dont, par exemple, on mesure l'imprégnabilité. Aujourd'hui, sur un béton, si on veut regarder savoir s'il est ouvrable, on va mesurer un affaissement au cône d'Abrams. Bon, ben, je peux vous garantir que sur un béton imprimable, ça veut rien dire. Il faut mesurer la consistance initiale, il faut mesurer la façon dont elle se développe au cours du temps, et on parle ici de quelques minutes pour certains procédés. Et tout ça, il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble pour savoir comment on le mesure tous de la même façon, de façon à ce qu'éventuellement ce soit marqué sur le sac de prémix, et qu'on sache que telle tête d'impression fabriquée par tel fabricant d'imprimante a besoin de telle gamme de matériaux imprimables pour pouvoir fonctionner. Et c'est ça qu'on fait au niveau RILEM. Aujourd'hui, en France, ça va se décliner sous la forme de recommandations au sein d'un comité de réflexion et de recommandation de l'Association française du génie civil, qui réunit des représentants des différentes industries françaises. Et aujourd'hui est en discussion, pour vous montrer à quel point, je pense que c'est important comme notion, que beaucoup d'acteurs sont convaincus en Europe que cette technologie n'est pas juste une passade, une mode, mais vraiment va entrer les marchés, pénétrer les marchés au niveau de l'EN 206, donc la normalisation européenne sur les bétons. Un groupe va être formé dans les prochains mois pour pouvoir ajouter une annexe dédiée au béton imprimable. Donc on a bien sûr dans tous ces endroits une collaboration indispensable entre chercheurs académiques, chercheurs industriels, ingénieurs, fabricants, constructeurs, de façon à pouvoir avancer sur ces questions indispensables si on veut se tourner vers une commercialisation réelle qui ne passe pas par des avis techniques très coûteux à chaque fois que quelqu'un tente d'innover et d'utiliser ces solutions. Si on prend la plupart des bouquins de design mécanique ou de construction, on a toujours ce qu'on appelle ce triptyque où on a le matériau d'un côté, la forme de l'autre, et le procédé comme troisième angle de ce triangle. En fait, dans la construction béton, le matériau a évolué.
le développement des adjuvants, certaines contraintes environnementales avec des changements de ressources naturelles, avec l'apparition aussi de renforcement par fibre métallique. On a maintenant des catalogues de béton. Les formes n'ont pas beaucoup changé pour une raison toute simple, c'est que depuis un siècle et demi, on a toujours fait que du formatif avec des coffrages extrêmement simples. Alors, mettons-nous dans la situation où les quelques obstacles qui restent, même si beaucoup d'entre eux ont déjà un petit peu disparu au vu des progrès majeurs qui ont eu lieu sur les 20 dernières années et qui sont encore accélérés sur les 10, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour qu'on réussisse à anticiper les secteurs, les applications où vraiment cette technologie se doit d'être dominante. Peut-être ce qui peut intéresser les gens aujourd'hui, c'est de savoir à partir de quel nombre d'éléments spécifiques à réaliser, dédiés par exemple à une réhabilitation ou alors une façade avec des formes un peu particulières, à partir de combien d'éléments il vaut mieux faire des moules ou en dessous desquels il vaut mieux faire de l'impression 3D. Et ça, aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal à l'estimer, mais c'est aussi parce que les analyses de cycle de vie environnemental et économique se doivent d'avoir beaucoup de données pour connaître les dispersions statistiques, avoir quelque chose de représentatif des pratiques. Mais plus on applique l'impression 3D, plus on a de données, plus on a de retours, plus on sait ce qui fonctionne, plus on sait la façon dont les gens travaillent en général, et plus on a ces données pour faire cet arbitrage et éventuellement réussir à trouver les moments où ce que j'appellerais plutôt que nombre de séries, customisation de masse, le moment où cette customisation de masse prend tout son effet et réussit à avoir un impact majeur dans ce que j'estimerais aujourd'hui être peut-être 25-30% de nos applications béton. Et je suis peut-être pessimiste, mais c'est mon métier de l'être. Voilà.